Écoutez, bienvenue à tous et merci d'être là pour cette conférence CTO InShape Core AI 2025. On va avoir Wahid Arshawi, docteur en mathématiques, va nous faire une présentation sur l'IA partout de l'idée à la valeur client mesurable. Bienvenue dans CTO InShape, le podcast qui vous amène à la rencontre des esprits les plus brillants du monde tech. Je suis Mathieu Calaoui et chaque épisode est une invitation à explorer les idées et les innovations qui façonnent notre avenir. Écoutez, je suis super content d'être accueilli ici chaleureusement par Evrig pour ce YouTube CTO InShape. Quand Mathieu et Khalid m'ont contacté, je leur ai tout de suite dit je suis pas CTO. Pour le côté InShape, admirer ma carrière d'athlète. Énorme et tech, j'ai lu que c'était écrit sur le logo. Bon, on va essayer. Il m'a dit, ils m'ont dit tous les deux, ok, tu peux parler d'intelligence artificielle, on va parler du rapport avec le travail, l'entreprise, la valeur. Donc j'ai dit, d'accord, je connais un petit peu puisque c'est mon domaine de prédilection, l'intelligence artificielle en entreprise. Et je me suis dit, je vais faire deux parties. Donc je vous annonce un peu le menu. Une partie, on va parler un peu d'histoire et de philo. Parce que je pense qu'on a un héritage là-dessus, qui remonte parfois à très loin. Et aussi des façons très concrètes de faire ça au quotidien. Donc voilà, donc il y aura un petit contraste entre une première partie un peu philo, parfois même artistique et historique, et une deuxième partie plus appliquée, pour le coup. Donc ce serait de l'histoire philo appliquée, et puis ensuite des maths appliquées. Pour insérer ça dans un monde réel. J'ai le privilège de servir un client très spécial qui s'appelle Probable, qui est la société de scikit-learn. Donc je vais au sein de mon entreprise perso, ma petite boutique qui s'appelle desraisons.ai. Donc pourquoi je mentionne ce client spécial? Parce que c'est pas simplement un client spécial, c'est aussi une cause. C'est la cause de l'open source, et nous y reviendrons plusieurs fois dans la suite de cet exposé. Rapidos, qui je suis, où cours-je, à quoi sers-je, parfois même je me le demande. Mais alors très rapidement, de toute façon, il me semble que Mathieu tout à l'heure m'a présenté brièvement. Voilà, donc je suis un faux chercheur mathématicien. Donc j'ai la chance de bosser dans deux grandes boîtes qui s'appellent Oscaro.com pendant 6 ans et Jelly Smack, qui est une licorne corsico-américaine, pendant presque 4 ans, et maintenant dans ma petite boutique des raisons. Et donc effectivement, j'ai pu voir de près, à la fois dans un contexte académique et dans l'entreprise, ce que c'est qu'il y a au quotidien, puisque c'est la seule chose que je sais faire. Voilà. Et effectivement, j'enseigne, d'ailleurs, je les retrouve dans quelques jours, à l'executive MBA, donc MBA, comme dirait Mathieu, à la Rennes School of Business. Voilà. Donc il m'arrive de temps en temps d'avoir des collaborateurs académiques qui se souviennent de moi, parce que je leur ai donné quelques conseils et qui me mettent auteur dans leurs articles. Donc je les salue chaleureusement aussi. Voilà, donc j'essaye d'avoir en toute prétention, comme dirait Albert Dupontel, d'embrasser comme ça tout le spectre de l'intelligence artificielle, de l'article scientifique jusqu'au sourire du client. Voilà, donc c'est très 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 large, ça brasse pas mal de choses, et aujourd'hui je suis super content d'être parmi des gens qui font vivre, tous ici, l'intelligence artificielle au quotidien. Voilà. Tout ça c'est très incarné, c'est pas des concepts. Je vous ai parlé de Probable. Probable, c'est d'abord la société de scikit-learn. Scikit-learn, c'est un joyau français, on ne le sait pas assez, open source, donc c'est-à-dire que tout le monde peut utiliser gratos et tout le monde peut écrire des contributions qui seront validées par vos pairs en sciences. Donc il y a quelque chose comme ça de très humaniste, universel dans cette approche, et donc j'assume, je dirais plusieurs opinions très subjectives aujourd'hui, qui a, de mon point de vue, introduit la data science dans l'entreprise. Je l'ai vécu personnellement quand j'étais chez Oscaro à l'époque. Franchement, regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 millions de téléchargements quotidiens. Donc ça inclut les automates, certes, mais c'est un super score quand même. Il y a assez peu de projets dans le monde qui peuvent s'en revendiquer. D'ailleurs, dans le petit graphique, il y a quand même des initiatives de Meta Facebook. Je parle de PyTorch. TensorFlow Google. Les autres sont connus aussi. Keras, Hugging Face. C'est pas une petite boîte familiale. XGBoost. Et nous avons en premier scikit-learn, que ce soit dans l'entraînement et la prédiction des modèles de machine learning, data science, intelligence artificielle, tout ça, c'est des expressions qui sont très synonymes. Et bien sûr, très insérées dans l'écosystème
Il y a de la vie, donc il y a un écosystème, il y a un biotope, tout ça. Il y a des êtres vivants qui utilisent cette boîte à outils au nombre de 1,27 million à date. Et donc j'actualise régulièrement ce chiffre parce que c'est très impressionnant de voir à quel point ce projet français, initialement, open source et scikit-learn, est diffusé dans le monde entier. Y compris dans les 2 grands continents qui se font face en ce moment en IA, que sont les États-Unis d'Amérique et la Chine. Donc même eux utilisent énormément ce joyau français. Donc je me permets, dans une actualité où on ne parle pas souvent de la France, de souligner l'importance de l'INRIA, donc, qui est un institut de recherche français national, que nos impôts, chacun ici contribue. Donc parfois ça sert à quelque chose de payer ses impôts. Et c'est suffisamment rare pour le mentionner. Voilà. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? J'essaye d'être à peu près digeste. On sait à peu près ce que c'est que l'informatique. Donc pour moi, la métaphore qui marche bien, c'est la recette de cuisine. Donc un programme informatique, c'est des instructions qu'on suit exactement comme une recette de cuisine. Et à la fin, que ce soit un chef ou une chef en cuisine ou que ce soit une machine, il s'agit d'exécuter ces instructions. Il n'y a pas beaucoup de marge d'interprétation. Et à la fin, on a un résultat. On a fait un algorithme. Et c'est très utilisé quand même depuis un petit moment, cette histoire d'informatique dans les entreprises. Plus récemment, on a vu quand même l'effort et l'essor des gens en intelligence artificielle. Et si je devais me donner une métaphore de ce truc, c'est pas tout à fait une recette de cuisine. On ne donne pas des instructions à la machine, on donne des exemples, on donne de l'expérience, que je me suis permis d'appeler X, de l'expérience, des questions que par exemple tout à l'heure on a vu se poser sur Dust, donc un questionnement, et des réponses, Y. Et là, pour une fois, ça c'est mon côté matheux qui intervient, l'inconnu c'est F. Le modèle IA, c'est F. C'est comment on fait quand on donne énormément d'exemples au lieu d'instructions. Comment on fait pour donner tellement d'exemples à l'intelligence artificielle pour qu'elle soit capable de créer ce modèle F qui nous permettra d'avoir la réponse Y. Voilà, donc il y a une magie qui est faite de probabilités, de tas de choses, et qui nous permet de construire ce modèle. Donc il y a la cuisine, l'informatique, et apprendre à faire du vélo. Donc c'est de l'expérience pure. D'ailleurs, si l'un d'entre vous ne savait pas faire du vélo, d'abord apprenez. Mais si vous ne saviez pas faire du vélo, je crois que ce serait complètement inutile pour moi de vous expliquer comment faire. La bonne stratégie pour que vous appreniez à faire du vélo, c'est de vous mettre sur un vélo, de pousser peut-être un petit peu au début. Vous allez tomber, c'est pas grave, de temps en temps, mais au bout d'un moment, vous allez apprendre, grâce à cette expérience, à faire du vélo. Et après, ce sera toujours parfaitement inutile de votre part d'expliquer à quelqu'un d'autre comment faire du vélo. Vous prendrez vous-même un enfant ou quelqu'un d'autre et vous le mettrez sur un vélo et ainsi de suite. Donc, c'est de l'expérience et de la réponse. Donc, la réponse, c'est comment bouger le volant, les pieds sur les pédales, etc. Donc, on voit bien que c'est fondamentalement différent de donner des instructions à une machine que lui donner de l'expérience. Voilà, donc j'espère que j'étais à peu près clair, sans être trop simpliste, sur les grandes différences entre l'informatique et l'intelligence artificielle. Bon, j'ai essayé d'être ambitieux et prétentieux. Je l'ai voulu, je l'ai eu. Voilà. Il y a un contexte anthropologique. On ne vient de pas de nulle part en termes d'intelligence artificielle. Moi, je crois qu'il y a un premier device, excusez-moi le terme anglais, de stockage d'informations qui s'appelle l'écriture. Donc, ça date de quand même 3000 ans avant Jésus-Christ, cette histoire. Pour reprendre un mot à la mode, c'est une augmentation de notre esprit. On a stocké de l'information dans un device, dans un objet qui s'appelle l'écriture. Et je trouve toujours très intéressant quand j'ai essayé d'échanger avec des historiens, quand ils me disent qu'en fait, c'est la différence entre la préhistoire et l'histoire, c'est l'écriture. Ce qui débute l'histoire, c'est l'invention de l'écriture. Je trouve ça très beau. D'ailleurs, puisqu'on parle d'entreprise, tous ceux qui prennent pas de notes, vous êtes des hommes préhistoriques, d'accord ? Écrire, c'est une invention incroyable pour les humains, d'accord ? Donc il faut écrire, d'accord ? Quand on fait une réunion, les paroles s'envolent et après il reste plus rien, d'accord ? Donc on écrit parce qu'on n'est pas des hommes ou des femmes préhistoriques. Voilà, je trouve que c'est un argument assez massu qui est vieux depuis 3000 ans. Voilà, c'était ma petite, mon petit coup de gueule. Voilà. Ensuite, évidemment, je fais un fast-forward. Je suis sûr que j'ai oublié des choses, hein, et je m'excuse auprès des vrais historiens, puisque moi j'ai essayé de m'intéresser de manière un peu comme ça, laxiste. Il y a l'imprimerie, évidemment. Donc là, il y a un aspect qui est économique. C'est que là, d'un coup, imprimer un livre, c'est pas cher.
par rapport à le réécrire à la main. Et donc, puisque c'est pas cher, eh ben, on n'a pas tellement besoin de l'apprendre par cœur, puisqu'en fait, si je donne un peu un contexte historique, si on prend l'Occident, hein, je ne me suis pas intéressé à l'univers entier, mais juste l'Occident, de monastère en monastère, donc l'élite intellectuelle de l'époque se prêtait des livres. Et donc, quand vous en aviez un sous la main, c'était important de l'apprendre par cœur, parce qu'après, vous allez le remettre à quelqu'un d'autre. Ou alors payer très cher pour le recopier. Donc, si vous diminuez le coût, donc c'est vraiment économique, le coût d'impression d'un livre, vous pouvez le garder, déjà, parce qu'il n'est pas cher, et vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur. Et donc, vous allez vous mettre à réfléchir. Donc, on peut, d'ailleurs, c'est peut-être une interprétation historique qui est personnelle, mais on peut attribuer le mouvement de la Renaissance comme ça. C'est que là, d'un coup, il y a plein de livres de l'Antiquité gréco-romaine qui arrivent en Occident, et on s'est mis à les lire, et on se met à les interpréter, à les contester même, parfois même quand ils sont sacrés, vous vous rendez compte. Et on fait remuer comme ça nos cerveaux, et puis, pour le meilleur et pour le pire, on peut dire que l'imprimerie est une révolution anthropologique, de ce point de vue. C'est plus du tout une tech de plus. Ça change notre façon de réfléchir, ça change notre façon de sélectionner les humains dans les cursus scolaires, par exemple, puisque la mémoire est moins importante. Il y a plein de choses qui interviennent. Bien sûr, il y a l'informatique au XXe siècle. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que nos parents et nos grands-parents sont meilleurs en calcul mental que nous. D'accord ? Maladie incluse. Ils sont meilleurs que nous. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a une calculatrice. On a même des téléphones qui sont très puissants d'un point de vue computationnel et qui nous soulagent d'un point de vue intellectuel. Nous sommes mauvais en calcul mental parce que nous avons des calculatrices et des machines. Il faut qu'on en ait conscience. C'est moins important aujourd'hui qu'avant. Donc voilà un device de stockage d'informations, un coût de diffusion qui est moins cher, et même le calcul maintenant c'est plus facile et on n'a plus besoin. On peut faire autre chose avec notre cerveau à chaque fois. Donc on est soulagé d'un effort intellectuel et on fait autre chose avec. Et c'est ça qui me passionne. Comme j'ai aucune idée de ce que c'est que vraiment l'intelligence, tout court, j'aime bien l'idée qu'on se soulage d'effort en effort intellectuel et qu'on ne sache jamais vraiment ce que c'est que l'intelligence parce qu'on va trouver autre chose. C'est pas la mémoire, c'est pas le stockage d'informations, c'est pas le calcul. Alors que ce sont des facultés dites intelligentes. Donc je vais passer ma vie à de moins en moins savoir ce que c'est que l'intelligence. Et je trouve ça passionnant. Évidemment, l'intelligence artificielle, au XXIe siècle notamment, même si on peut même regarder des traces de ce qu'on a appelé plus tard l'intelligence artificielle dans les textes de Turing, la personne à qui on a attribué l'invention de l'informatique. Même dans ses écrits, on peut voir des éléments qu'on pourrait attribuer aujourd'hui à de l'intelligence artificielle. Avec son lot de pas forcément bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est que la distinction entre l'information, la perception, les faits ? Je ne veux pas vous faire un laïus de géopolitique, mais quand même, des fois, on se pose la question, quoi. Et c'est à une époque où, effectivement, toutes les connaissances, tous les humains sont reliés par Internet, eux-mêmes augmentés par l'intelligence artificielle. Ça commence à faire du grabuge. Moi, ça me passionne toujours, mais bon, des fois, ça fait moins sourire que prévu. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, comme ça, en 4 étapes, de rappeler notre héritage historique. Si on a une échelle un peu plus petite que toute l'humanité, si on prend juste les 4 derniers siècles, dans le titre de l'exposé qu'ont bien voulu accepter Khalid et Mathieu, j'ai parlé de travail. Il y avait le mot travail, d'entreprise. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des gens qui étaient des hommes préhistoriques et des femmes préhistoriques. Adam Smith, il nous dit que le travail, c'est la valeur. Je voudrais le rappeler aussi à certains data scientists qui se réfugient dans une tour d'ivoire pendant 6 mois pour revenir avec un problème résolu qu'on leur a pas demandé. D'accord ? La valeur. Et si vous travaillez, c'est parce qu'il y a une valeur. Et si on ne comprend pas la valeur, c'est peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de raison de justifier votre travail. D'accord ? Donc c'est vieux depuis au moins Adam Smith. D'accord ? Bon, Adam Smith, c'est aussi la spécialisation du savoir-faire. Et finalement, même s'il n'y avait pas tellement d'informatique à l'époque, l'idée qu'une personne sache faire très précisément une chose permet à quelqu'un d'autre, un chef, d'organiser les gens. Donc, c'est pas vraiment du MCP, hein, comme dans Dust, mais quand même, entre humains, entre la manufacture et l'industrie, on voit qu'on répartit les tâches, non pas entre des programmes et des machines, mais entre des humains. Ils savent précisément faire quelque chose, et pas tout. Bien sûr, Karl Marx, on ne peut pas parler de travail sans ne pas parler de Karl Marx, quelles que soient nos opinions politiques. Cette séparation entre capital et travail, ça devient intéressant de rediscuter de ça aujourd'hui, puisque le travail physique au XXe siècle et bientôt le travail intellectuel au XXIe
donc plus vraiment besoin d'humains, pourquoi les gens qui ont le capital auraient besoin des gens qui travaillent ? Ça, c'est une vraie question. On est un peu tous perturbés par ça. Il y a des manifestations d'opinion politique pour ça. Et donc là encore, on retrouve un impact de plus en plus fort de l'intelligence artificielle qui remet en cause, si vous voulez, un paradigme auquel on était tous habitués, qui nous satisfaisait très bien, même repris par des gens qui ne sont pas du tout communistes, entre le capital et le travail. Et enfin, plus récemment, il se trouve que ces 3 personnes sont décédées depuis longtemps, même Bernard Stiegler. Il parle plus précisément de ce que j'ai évoqué sur le travail intellectuel. La notion de prolétaire. On est en train de demander devant moi à James de tapoter mou sur le clavier parce qu'on l'entend. Il savait pas, mais bon, on lui pardonne. Donc, non, excusez-moi, je reprends le fil, je suis désolé. Donc, sur le cas de Bernard Stiegler, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire que le prolétaire, mais version intellectuelle ? À quel point on offre son savoir-faire qui va être converti en programme, d'abord informatique, et de plus en plus par LLM. On a quand même assisté ces derniers temps, si vous prenez l'exemple de Ghibli et de quelques autres, à une automatisation, à un gros monstre qui s'appelle l'IA qui a mangé, avec effet de levier, les expertises du monde entier, y compris des gens les plus talentueux. Il y a quelque chose c'est une nouvelle note à laquelle on n'avait pas l'habitude d'entendre en termes de musique, en termes d'actualité. C'est quelque chose de nouveau, fondamentalement nouveau. Et je trouve ça admirable de la part de Bernard Stiegler, qui est mort, d'avoir d'une certaine façon préfiguré ça quand il était vivant. Parce que finalement, c'est la conséquence logique d'œuvres comme celle de la Société automatique en 2015. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de parler d'un autre podcast, mais son Thinkerview est vachement bien, si je peux me permettre. Si vous n'avez pas le temps de lire ce genre de livre. Tu me pardonnes, Mathieu. Il me donnera pas de Mikado. Voilà, c'est pour la peine. Tu n'auras pas de Mikado. Oh non. Si on prend un zoom historique encore plus court que ces derniers siècles, si on prend juste du XXe siècle à aujourd'hui, et je parle même de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale inclus, à aujourd'hui, il y a aussi des choses qui sont resserrées. J'ai été très admiratif de Katharine Jarmoul lorsque, à la PyData 2024, dans son discours introductif à toute la conférence, elle nous a parlé de ces 4 étapes que je trouve fascinantes parce qu'il y a comme un motif statistique de toutes les nouvelles tech. Elles suivent en général quand elles aboutissent. Ces 4 étapes. D'abord, on parle d'un truc qui est très cher, qui est dans les labos, qui est dans les armées et les usines. Souvent, une nouvelle tech, c'est ça. Internet, c'est ça. Il y a plein de choses qui ont commencé comme ça. La crypto, plus récemment. Il y a beaucoup de tech qui commencent comme ça. Labo, armée, usine. Ensuite, il y a des gens un peu funky, d'accord, souvent, qui attrapent le truc. Et par exemple, on peut croiser un Steve Jobs qui fait un ordinateur en bois, d'accord, dans un club. C'est un hobby. Donc ça quitte un peu le monde des laboratoires, de l'armée et des usines, et on vient dans un club. Ensuite, il y a l'ère de la démocratisation. Donc là, il y a des gens qui ne sont pas forcément experts, qui n'ont pas de blouse blanche, et qui s'habillent normalement. Ils n'ont pas de grosse barbe ni de nœuds papillons, comme un certain Steve Jobs, et qui démocratisent la technologie dans les bureaux. Okay, l'informatique, ça fait longtemps qu'on a passé ça. Et plus récemment, on a cette histoire de, en fait, c'est dans votre poche, dans votre téléphone, dans vos foyers, dans vos maisons. Et j'ai trouvé rigolo et vraiment passionnant que Katharine Jarmoul ait identifié ce pattern. Enfin, c'est ce motif d'évolution des techs. Si on prend la Web3, par exemple, on n'est pas encore complètement dans la dernière étape. C'est dans les bureaux. Et l'IA commence vraiment très sérieusement, via les téléphones notamment, à rentrer dans la 4e étape. D'ailleurs, ça me permet même d'évoquer une question. Est-ce que le Web3, c'est la crypto-monnaie, ou la blockchain en général, ou l'intelligence artificielle générative? Moi, je ne suis pas encore sûr. D'accord. Je pense qu'il y a encore un débat. Et l'argument que moi j'ai au profit de l'intelligence artificielle, notamment générative, c'est que c'est vraiment dans nos poches. Contrairement... moi, si je veux voir un boulanger, je ne peux pas le payer en crypto-monnaie, par exemple, aujourd'hui. Alors que je vis à Paris. Donc voilà, excuse-moi, je voulais évoquer comme ça, je voulais agiter quelques idées sur ces sujets. Mais je trouvais cette contribution de Katharine Jarmoul passionnante. Allez, je fais une petite parenthèse sur l'art. Parce que l'art est aussi dans les entreprises. Il y a besoin de marchands pour que les artistes vivent, n'est-ce pas ? Des transactions depuis très très longtemps. Et je voulais parler du tableau de gauche qui représente Ned Ludd. Ned Ludd, c'est quelqu'un qui, au 18e, 19e, a eu des soucis. Pourquoi ? Parce qu'on lui a parlé de progrès.
Alors c'était quoi le progrès à son époque ? C'était que pour tisser, lui, il avait l'habitude, et ses amis, d'utiliser ses jambes comme force motrice dans des machines en bois. Et en fait, on est venu le voir et on lui a dit, bon, bah maintenant, il y a la vapeur. D'accord ? Et c'est un progrès. Et il s'est permis de dire, bon, il y a certains disent qu'il n'a pas existé, mais bon, la figure est importante dans la littérature anglo-saxonne notamment, même dans la musique. Et lui s'est permis de contester en disant, est-ce que c'est peut-être pas tout à fait un progrès, parce que moi je perds mon job et mes amis aussi. D'accord. Donc c'est vraiment un progrès du coup. Vous voyez où je veux en venir, hein. Elle arrivait souvent cette histoire. C'est un progrès, je vous assure. D'accord. Bon, je me permets d'en plaisanter, malheureusement, sa mutinerie, si on peut parler d'un langage militaire, a fini dans le sang. D'accord. Ils n'ont pas apprécié du tout. D'accord. Bon, il a fait quelques actes comme ça de contestation, mais on peut comprendre sa légitimité. Donc voilà, il y a ces deux faces-là. Nous parlons d'intelligence artificielle avec le sourire et tout ça, mais au même titre que la vapeur à l'époque, ça crée aussi du malheur. Et pas simplement que du progrès. Je voudrais qu'on ait ça en tête. Dans nos quotidiens, dans notre façon de travailler, j'essaye, moi, de me souvenir de Ned Ludd. Est-ce que vraiment on apporte du progrès ou est-ce qu'on apporte du malheur ? Ça me paraît être une question importante. J'ai mis aussi une citation d'un peintre qui s'appelle Paul Delaroche, en 1839, quand il a aperçu pour la première fois un ancêtre de l'appareil photographique, qui est, qu'on appelle à l'époque daguerréotype. Il fait cette phrase incroyable, il dit « Dès aujourd'hui, la peinture est morte ». Heureusement, c'est faux. D'accord ? Il y a eu énormément de peintres après. Mais je suis obligé de constater avec vous que la peinture a changé. Et que les peintres qui ne font pas de photographie ont changé leur façon de peindre. La fonction initiale de la peinture, qui est de représenter le réel, elle est assurée, du coup, par un appareil. Et donc, moi, c'est comme ça que moi, je peux comprendre pourquoi on s'est mis à faire de l'impressionnisme, du cubisme et d'autres choses. Donc, les artistes se sont dit, bah, ok, d'accord, la fonction de départ, on la fait plus. Qu'est-ce qu'on peut faire autre chose ? Donc, non seulement l'appareil photo existe, mais les peintres ont changé leur métier. D'accord ? Je trouve ça intéressant. Plus récemment, y a des petites initiatives, notamment américaines, sur le droit, au droit d'auteur, notamment pour entraîner ces énormes machines que nous utilisons, des LLM, ChatGPT entre autres, qui ont quand même aspiré une partie substantielle du web, sans payer personne, tranquillement. D'accord ? C'est vraiment c'est un casse. D'accord ? C'est un casse particulièrement malhonnête, puisque à ma connaissance, il y a assez peu d'artistes qui ont été rémunérés, que ce soit à l'écrit ou en image ou en vidéo. D'accord ? Donc je mentionne cette initiative américaine de janvier 2025, mais voilà, on avance un petit peu quand même. On n'est pas trop dérangé par le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas été rémunérés pour leur travail, en faisant de l'argent sur leur travail. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que je voudrais mentionner. J'ai une amie qui s'appelle Elsa Seco, qui est une artiste, en motion design notamment, en animation, en vidéo, qui a un point de vue qui me passionne. Elle embrasse, l'intelligence artificielle dans son métier. Elle voit ça comme un nouveau pinceau. D'accord ? Que ce soit en animation ou vidéo, un peintre en gouache ne va pas quereller un peintre en aquarelle. D'accord ? C'est une autre façon de s'exprimer. Qu'elle mélange et qu'elle arrive à attraper, en plus avec une subtilité, puisqu'elle utilise des modèles IA qui apprennent sur ses propres œuvres, pour qu'elle puisse elle-même les réutiliser de façon différente en les animant, etc. Et donc elle dit cette phrase que moi je trouve très inspirée, que je me suis permis de noter ici, et qui caractérise bien ce que l'intelligence artificielle ne fera jamais. Elle peut nous surprendre de temps en temps, mais c'est plus de l'effet waouh qu'autre chose. Ce que dit Elsa est « ce que nous faisons aujourd'hui peut rendre le futur qu'on désire un peu plus probable ». Bon, au-delà de la poésie de cette phrase, il y a quelque chose de profond sur ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que nous, un peu artistes, chacun de nous, les humains, faisons. Et encore plus les vrais artistes professionnels. Voilà, donc je voulais un peu comme ça vous jeter des idées à la figure pour qu'on y réfléchisse ensemble. Voilà. Bon, allez, je vais remettre ma casquette de scientifique et de tech. Je suis allé un peu loin dans mon lyrisme. J'espère que ça vous a intéressé. J'essaye dans mon métier, parce qu'on parle encore une fois d'intelligence artificielle, de valeurs, d'entreprise, d'avoir quand même une culture scientifique
Là, j'étais au max sur la philo-histoire. Je recommencerai pas souvent. Mon métier et ma formation, ça reste les sciences. Et effectivement, j'essaie de la rendre la plus ouverte possible en m'intéressant au métier. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est d'apprendre les métiers des gens. Ils savent faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Moi, je sais faire un seul truc, c'est l'intelligence artificielle. Et la question que je leur pose souvent, et qui me pose aussi, c'est est-ce qu'on peut faire mieux ou différemment avec de nouveaux outils. Donc là, j'ai mis quelques émoticônes, que ce soit la musique, la voix. C'est des langues, tout ça. C'est des vocabulaires, c'est du savoir-faire que je n'ai pas et que j'adore continuer à apprendre pour pouvoir mieux les servir. La vidéo, les médias, la culture, l'automobile, les usines, la finance, la santé, évidemment, la santé. J'en reparlerai un peu plus profondément tout à l'heure de la santé. Et pourquoi j'ai quand même mis cette diapositive sans vrais mots? C'est parce que je préfère ne jamais parler d'algorithmes à mes clients. Je préfère apprendre leur langue et leurs problèmes d'abord. C'est plus intéressant. Finalement, les algos, c'est une sauce perso. Qu'est-ce que je peux apporter moi, sachant qu'il y a de l'open source et des géants en IA? Oui, je vais faire des algos de temps en temps. Parfois même, il m'arrive d'en publier. Mais fondamentalement, ma valeur ajoutée dans ce contexte d'une prospérité immense, je parle des géants de l'IA, je parle de l'open source et tout, la seule chose que je peux vraiment apporter qui sera un peu différent, c'est de faire du sur-mesure. De m'intéresser précisément à la langue de mon client. De chacun des clients que j'ai. Si je fais pas ça, je ne sers à rien. D'accord, parce qu'il y a d'autres choses gratuites et parfois payantes qui sont très bonnes. Donc ma valeur ajoutée dans mon métier en intelligence artificielle, c'est de m'intéresser à la langue et à la façon de penser et aux problèmes du client. Donc ça répond en partie à la notion de valeur, n'est-ce pas, dans l'entreprise. Bon, cette diapositive-là, j'ai un peu abusé. D'accord, il y en a beaucoup du texte. On ne la voit pas à la régie? Ah, c'est bon. Merci. J'ai les différentes couleurs que j'ai à ma disposition dans la palette de l'IA, qui est en fait complètement dépendante de la donnée. Mais donc est-ce qu'on a des données d'apprentissage ou pas? C'est un peu ça le critère. Je ne vais pas trop insister là-dessus, parce qu'en fait, ce qui est important pour moi, c'est la slide suivante, où j'ai un peu tout viré et j'ai gardé que l'apprentissage supervisé. Donc c'est quoi l'apprentissage supervisé? C'est quand on a des questions et des réponses dans un historique. On appelle ça des données d'apprentissage. Donc vous vous rappelez, la question, c'est l'expérience, c'est X. Et la réponse, c'est Y. D'accord? Et comme Y est égal à X, mon métier, c'est de trouver F, c'est-à-dire le modèle IA, qui sur une nouvelle question X que je n'ai jamais vue avant, va me permettre de trouver une réponse Y. Donc l'analogie, c'est celle d'un professeur. Je vous apprends à faire des choses en montrant des exemples d'entrée-sortie, et au bout d'un moment, sur une nouvelle entrée, vous allez faire une nouvelle sortie, qui est bonne. Donc la prédiction, la classification et la détection, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, traduire un texte, c'est ça. Je vous donne la Constitution européenne dans toutes les langues, d'accord, français, anglais, etc. C'est long, la Constitution européenne, et au bout d'un moment, sur un nouveau texte dans l'une de ces langues, vous allez être capable de la traduire dans les autres langues. C'est exactement ce qu'a fait Lingui et plus tard DeepL, en traduction. Et je suis toujours très enthousiaste à voir que c'est quand même vachement meilleur encore que Google Translate. Qu'il y a des immenses chercheurs de très haute qualité. Et pourtant, je continue d'utiliser DeepL, cette petite boîte hollandaise. Pourquoi? Parce qu'ils font de l'apprentissage supervisé. Ils ont commencé avec la Constitution européenne, mais de dire vraiment, voilà, il y a telle question et telle réponse. Ils n'ont pas utilisé les autres couleurs, pas trop en tout cas, de la palette de l'IA. Parce que l'apprentissage supervisé en entreprise, voilà, je vous le dis, c'est ce qui marche le mieux. D'accord? Les autres, ça me passionne en tant que scientifique. Mais dans mon devoir, dans mon métier en entreprise, si je peux faire de l'apprentissage supervisé, c'est ça que je fais en premier. Quand tu dis que ça marche, c'est fiable. Okay. Les autres tâches, elles sont géniales aussi. Et c'est incroyable quand ça marche. Je reviens rapidement parce que tu m'as posé la question. Les autres domaines sont fous. Je parle du clustering. Le graphe de connaissances, ça marche plutôt bien aussi parce que c'est déterministe. Mais quand même, globalement, on a une marge d'interprétation souvent. Il y a certains diraient qu'il y a de l'hallucination, par exemple, des choses comme ça. Je dis ça, je dis rien, d'accord. Mais l'apprentissage supervisé, parce que c'est un des domaines les plus anciens d'ailleurs de l'IA, c'est ce qui marche quand même d'un point de vue industriel le mieux. Et j'adore faire le reste. Mais bon, si je peux faire de l'apprentissage supervisé, c'est comme ça, c'est par là que je commence. C'est à mon humble avis, c'est la meilleure façon de faire levier sur le patrimoine de connaissances de la boîte. C'est la différence entre une boîte qui a une expertise et qui a nourri de la donnée
et n'importe quel concurrent dehors qui est très fort et très intelligent et très riche et qui n'aura jamais. C'est cette capacité à faire de l'apprentissage supervisé sur ses propres données. Donc c'est pour ça que j'insiste énormément là-dessus. J'espère que j'ai été clair. Cool. Alors, j'ai parlé de valeur. Je vais parler de la différence entre un article scientifique et une entreprise. D'accord ? Un article scientifique, ça exprime une idée. D'accord ? Et c'est très noble. J'en lis et j'en écris parfois. Une entreprise, ça résout un problème chez un client. Donc, je vais vous donner un exemple. Je pense qu'on a tous croisé au moins un, lorsqu'on a essayé de faire de la data science avec des gens, ces gens-là qui sont payés très cher, les data scientists, et qui nous parlent de valeur. Et un jour, il y a un junior, on va lui dire, alors qu'est-ce que tu fais ? Il va nous dire, je suis en train d'augmenter l'air sous la courbe précision recall. C'est mal poli de parler comme ça, j'ai rien compris. Moi, c'est quoi l'expression que tu as employée tout à l'heure ? Stakeholder. J'ai pas compris la phrase, ça veut rien dire. Parce que c'est un vocabulaire, une façon très pertinente de penser, mais dans un article scientifique, qui exprime une idée. Dans une entreprise, moi je trouve qu'on devrait bannir ce vocabulaire. D'accord ? C'est interdit parce que c'est mal poli. On devrait parler de valeur. Et souvent, une valeur, ça a une unité. Comme ça, il y a tout le monde qui comprend. D'accord ? Là, je vous ai donné des exemples d'unités. L'argent, c'est une bonne unité, ça c'est convaincant en général. Est-ce qu'on réduit les coûts ? Est-ce qu'on augmente les gains ? D'accord ? Là, d'un coup, on parle français. Okay. Et il n'y a pas aucune honte à avoir. On est dans l'entreprise, c'est quand même ça qui fait payer le loyer à la fin. Donc, on est ravis de le faire. Les traites. L'énergie, ça c'est un sujet qui monte quand même. Est-ce qu'on est capable de faire des systèmes qui préservent notre énergie ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça. Puisqu'on est nombreux, comme humains. Le temps. C'est pas toujours de l'argent d'ailleurs. Parce que d'abord, il y a le salaire horaire qui varie. Mais le temps en soi peut être une valeur. Okay ? Ça a une unité, ça aussi. La pénibilité, ça, étrangement, ça a aussi une unité d'ailleurs. Les médecins le savent. De mesurer l'unité entre 1 et 10, vous savez, dans les hôpitaux, c'est quelque chose de tangible. Le soin. Est-ce que, par exemple, si vous détectez des casques ou pas dans les usines, vous faites un système qui permet de vérifier est-ce que les ouvriers portent bien leur casque, ce que vous diminuez, c'est la probabilité de mourir. Si la personne se prend un truc sur la tête. D'accord. Donc ça, c'est un bon KPI, si je peux me permettre ce genre de vocabulaire. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, si je revois ce data scientist et qui me dit, en fait, je protège la vie, je trouve ça beaucoup plus convaincant qu'une aire sous la courbe et gna. D'accord ? Ok ? Donc, je trouvais que c'était important de... Voilà, il y a une valeur, souvent elle a une unité. Des fois, il y a 2 unités. 3, ça commence à partir en sucette d'expérience. D'accord ? Mais une bonne valeur, elle est exprimable. Il faut, en gros, l'adage que je me permets de dire, c'est que s'il y a des gens dans l'entreprise qui ne comprennent pas ce que vous faites, c'est un peu de votre faute. D'accord ? Grosso modo. Faites au moins l'effort. Okay ? Souvent, c'est fructueux. Pourquoi c'est fructueux ? Parce que, au risque de vous décevoir, chères entreprises, mais l'intelligence artificielle, c'est comme les humains, ça fait des erreurs. D'accord ? Et j'ai tendance à formuler la nature de mon métier comme la responsabilité de gérer ces erreurs. En fait, mon métier est complètement focalisé sur les erreurs de l'intelligence artificielle. Donc, si je ne sais pas la mesurer en valeur, c'est embêtant. Okay ? Les oracles n'existent pas. L'intelligence artificielle fait des erreurs. Donc, mon métier, c'est de les gérer et de les expliquer et de les juguler en pleine connaissance de cause au lieu de se mettre des bandeaux sur les yeux. Okay ? Allez, on va essayer d'être concret maintenant. La personne que vous voyez à gauche sur l'écran, c'est un mathématicien qui s'appelle Jacobi et qui m'inspire énormément au quotidien dans mon métier, puisqu'il explique qu'il faut inverser, toujours inverser. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut... je pense qu'il y a des raisons neurologiques à ça. Les humains minimisent mieux les pires scénarios que d'améliorer les meilleurs. On pourrait croire que c'est pareil, mais non, pas du tout. Minimiser les pires scénarios, c'est la bonne façon de réfléchir. Donc là, je donne un exemple qui est très très petit en haut à gauche, que Charlie Munger en assurance avait donné. Lorsqu'il était de passage dans l'armée américaine, dans l'aviation, il est devenu un très grand assureur plus tard. Il est décédé maintenant, aujourd'hui. La question qui se posait pour protéger les aviateurs, dans ses prédictions météorologiques, la question qui se posait, c'est comment je tue l'aviateur. Donc c'est vraiment un très bel exemple d'inverser, justement. Je ne vais pas maximiser l'espérance de vie du pilote. Je me pose la question, parce que mon cerveau est fait comme ça, comment je tue l'aviateur ?
C'est en m'intéressant comment tuer l'aviateur que je vais avoir la meilleure façon de réfléchir pour le mieux possible prédire ma météo. Donc je vous dis pour l'anecdote, comment on fait pour tuer un aviateur, en tout cas à son époque, il y a au moins 2 façons. La première, c'est le froid. D'accord, vous avez des milliers de mètres d'altitude, d'accord, et donc le moteur il commence à pas trop apprécier la glace. D'accord, on comprend que la vie de l'aviateur est en jeu. D'accord, on comprend bien ça, donc on va faire gaffe au froid, plus que n'importe quel phénomène. Il y a un deuxième phénomène, c'est le vent. Pourquoi ? Parce que si à un moment donné l'avion n'a pas assez de carburant et que les vents sont trop forts et que l'avion ne pourra pas atterrir sur la piste d'atterrissage la plus proche parce qu'il n'y a pas assez de carburant à cause du vent, bah, l'aviateur va avoir des soucis. D'accord ? Et là, je crois qu'on peut comprendre sur cet exemple que c'est la bonne façon de réfléchir. Il faut minimiser les pires des scénarios, y compris en IA, au lieu de maximiser les meilleurs. Ok ? Et donc de cette façon-là, on a le bon état d'esprit pour écrire des formules, hein, et qu'un manager peut écrire. C'est pas un problème de maths, c'est même pas un problème de data scientist. C'est le manager qui écrit, bah voilà, quel est le pire des scénarios, comment on peut mesurer, quelles sont les conséquences pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a du chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a toutes les unités dont je vous ai parlé tout à l'heure, de scénarios catastrophes. Est-ce qu'on perd du temps, est-ce qu'on perd de l'argent, est-ce qu'on perd de l'énergie, etc. Donc en pensant comme ça contre soi-même, en inversant, on va avoir le bon état d'esprit et au moins correctement mesurer le succès dans une entreprise. Cela intervient en au moins 3 étapes essentielles du développement d'une IA en entreprise. L'entraînement. Okay. Concrètement, on a des patrons de vêtements et on les ajuste aux données. C'est ça l'entraînement. Okay. On télécharge un algorithme sur scikit-learn ou ailleurs et on les fit. C'est l'expression américaine. On l'entraîne sur nos données. Ça, c'est l'entraînement. La validation, c'est parce que vous l'avez fait plusieurs fois sur plein de modèles et que vous voulez choisir le meilleur. Sur quel critère ? Je vous le donne en 1000. Celui qu'on a inversé plus haut. D'accord ? Donc là, on retrouve encore une fois l'intervention de ce KPI valeur. Et enfin, lors de l'inférence, lorsqu'on met cet objet chez le client, qu'on le livre, est-ce qu'on a des retours ? Est-ce qu'on peut continuer à mesurer la valeur ? En tout cas, au moins la surveiller avec du dashboarding ou autre, comme on l'expliquait tout à l'heure pour Dust. Okay, donc, entraînement, validation, inférence, les 3 grandes étapes de l'IA, qui sont guidées par cet arbitre dont on a parlé, qui est le KPI, la métrique, valeur. Ça me paraît très important de faire ça. Et avec mes amis de Probable, il y a ce produit qui est pour le moment open source, qui le sera encore longtemps, mais qui va y avoir aussi des versions premium à venir, qui s'appelle Score, et qui porte très bien son nom, parce que KPI, métrique et score avec un C, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas ? Comment on fait pour guider les développements de l'IA en entreprise avec cette brique open source ? D'accord ? Donc je vous ai parlé philo, je vous ai parlé un peu de maths IA, et là je vous parle de produits open source et de bonnes pratiques que quand même l'INRIA, scikit-learn et Score a toujours essayé de répandre dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui à des proportions mondiales. J'espère que vous êtes encore là. Je vais dis-moi. On est toujours là. Super. J'ai lancé la régie. Je me demandais si on pouvait te voir en bas à droite, mais je pense qu'ils ne te mettent pas en bas à droite. Il faut absolument qu'on me voit, je suis tellement beau. Ouais. Ce serait dommage que vous ratiez ça. Non, on va essayer de prendre un cas de classification binaire ou de détection. Il y a une notion qu'on apprend en intelligence artificielle qui est la notion de matrice de confusion. Donc là, je vais encore vous donner une astuce pour mesurer le succès ou au moins comprendre le problème à travers l'intelligence artificielle. Imaginons que, tout à l'heure, je parlais d'apprentissage supervisé, on a la réponse et que la réponse est binaire. D'accord ? Donc on appelle ça la vérité terrain. Il y a la classe qu'on va décider d'appeler positive et une classe négative. Et de l'autre côté, il y a une IA qui prédit, ça peut être un humain d'ailleurs, cette prédiction, qui prédit soit positif, soit négatif. D'accord ? Donc tout à l'heure, je vous ai parlé à quel point les managers sont là pour gérer les erreurs. Les gens en data science aussi. Donc focaliser sur les erreurs. Okay ? Donc il y a 4 scénarios, parce qu'il y a cette matrice de 2. La prédiction, c'était que c'était la classe positive, et c'est effectivement une classe positive. C'est une bonne détection. Blanc, en haut à gauche. Il y a le scénario bleu, c'est une fausse alarme. Donc la prédiction était positive, mais en fait, pas de bol, la vraie classe était négative sur l'historique. Il y a le scénario rouge, où le système a dit que c'était une classe négative, et en fait, c'était une classe positive. Donc la détection a été ratée. Et enfin, un scénario positif, qui est blanc,
Où en fait le système a dit bah non, la classe est négative et c'est effectivement une classe négative. Donc là, le rejet il est correct. Okay. Les gens de l'intelligence artificielle ont inventé 2 métriques qui s'appellent la précision et le rappel, recall en anglais, qui est effectivement en comptant les 4 lettres que j'ai mis en gras, H, F, M et R, donc qui correspondent à la bonne détection, la fausse alarme, le raté et le rejet correct. Ces 2 ratios, précision et rappel, que j'indique à l'écran, et qui nous permettent de savoir à quel point les IA se trompent. Dans ce cas plutôt simple de classification binaire, de détection. Okay. Il me paraît très important que les gens du métier qui ne font pas d'IA regardent ce tableau. C'est pas une histoire de matheux. C'est une histoire de est-ce qu'on a compris le problème qu'on veut résoudre par l'intelligence artificielle. Je me suis permis d'illustrer ces exemples avec 2 images issues de l'univers Marvel. Imaginons qu'on décide que les personnages, les super-héros de Marvel ont pour mission de vaincre les méchants. D'accord ? Donc on est dans un monde utopique, il y a des méchants et des gentils, d'accord ? Manichéen, mais c'est pas grave, ça va pour l'illustration. Et les super-héros sont là pour vaincre les méchants. Okay ? Il y a l'approche Hulk. D'accord ? Donc Hulk, il tabasse tout. D'accord ? Il smash. Des fois, il rase une ville. D'accord ? Il est vraiment très fort. Dites-moi. Il est vraiment très fort parce qu'il arrive à vaincre les méchants, mais bon, malheureusement, il arrive aussi à vaincre des gentils. D'accord ? Donc, il a un énorme rappel dans la formule, si vous mettez les coefficients. Mais bon, des fois, il se trompe de cible, quoi. Raser une ville, c'est aussi raser des gentils. D'accord ? Bon. Et il y a l'approche inverse, qui est celle de l'archer, Hawkeye. D'accord ? Donc lui, il a quelques flèches. Quand il en dégaine une, c'est la cible, elle est atteinte. D'accord ? Donc il est très très bon pour avoir une super précision, c'est un archer. D'accord ? Mais par contre, on aimerait bien qu'il en dégaine plus, quoi. Okay ? Il y a beaucoup de méchants qui vont partir. Qui va réussir qui malheureusement vont pouvoir filer. D'accord ? Mais par contre, à chaque fois qu'il a tiré, d'accord, le méchant, il a pris cher. D'accord ? Donc il y a ces 2 approches-là, ces 2 façons de se tromper en IA. Soit vous êtes Hulk, d'accord, les méchants, vous les avez tous ratiboisés, presque tous, mais malheureusement, vous avez aussi ratiboisé des gentils. Et il y a le type d'erreur archer, où à chaque fois que vous avez dit quelque chose, c'était vrai. Mais par contre, on aurait voulu que vous parliez plus souvent. Vous voyez, il y a ces 2 approches-là, et très très souvent, comprendre les enjeux pour votre application à vous, parce que vous n'êtes pas un super-héros de Marvel, d'accord ? Pour vos applications à vous, savoir s'il vaut mieux être Archer ou Hulk, c'est très important. Je vais me permettre de prendre un exemple 2 exemples. Un Covid et un pour la femme enceinte. Donc c'est volontairement des exemples non IA pour que vous compreniez la notion. Imaginons que vous vendiez des tests pour les tests de grossesse. Okay ? La classe positive, c'est la personne, la femme enceinte. La classe négative, elle n'est pas enceinte. Okay ? C'est intéressant de savoir quel est le risque en termes de conséquences d'être soit Hulk, soit Archer dans ce cas très précis. Okay ? Donc si vous êtes Hulk, vous allez pouvoir dire à toutes les femmes enceintes qu'elles sont enceintes, mais à des femmes pas enceintes, vous allez dire qu'elles sont enceintes. Okay ? Est-ce que c'est souhaitable ? Je sais pas. Il y a l'approche Archer. À chaque fois que le test s'allume, la femme est effectivement enceinte. Mais il y a des fois, la femme n'était pas enceinte et bon, bah voilà, quoi. Pardon, il y a des fois où la femme enceinte ne sera pas reconnue comme enceinte. D'accord. Donc là, je vous ai fait croire qu'on parlait de maths, mais là, on parle de vrais problèmes produits, là. C'est très important de comprendre les notions. Okay. Bon, on va essayer d'en parler un petit peu. Donc moi, je suis manager, j'enlève ma casquette de matheux. Qu'est-ce que c'est vraiment comme conséquence ? Si je suis Hulk, en fait, y a une conséquence qui est un peu embêtante, c'est que si je dis à une femme non enceinte qu'elle est enceinte, on va déclencher chez elle peut-être des choses psychologiques. Elle va l'annoncer à ses amis, à son mari, et en fait, c'est faux. D'accord ? Si on est Archer, et que la dame aime bien boire, par exemple, c'est vraiment très regrettable.
Okay, parce que cette dame-là qui aime bien boire, éventuellement, les hommes aussi aiment bien boire, hein, on essaie d'être intelligent. Si elle fait son test, elle est enceinte, et que le test lui dit qu'elle n'est pas enceinte, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ok. Donc là, on comprend que, en fait, là, je vous ai fait croire qu'on parlait d'IA, mais en fait, on parle de vrais enjeux. Et il est hors de question de laisser que des matheux et des data scientists s'en occuper. Il faut que l'entente de l'entreprise, les managers, la direction, enfin la boîte, on accepte avec difficulté de faire des erreurs, mais au moins on veut les comprendre. Gérer le risque en pleine connaissance de cause. Okay, donc il y a des fois il vaut mieux être Hulk, des fois il vaut mieux être Archet. Bon, et maintenant je vous posais la question, quel est le choix de l'industrie des tests de grossesse? Parce qu'il y a eu un choix qui a été fait. Ah, je veux bien vos réponses. On a choisi d'être Hulk ou d'être Archet? C'est Archet, parce qu'on demande d'en faire plusieurs pour confirmer. Alors, ton raisonnement est bon, mais malheureusement, c'est pas la vérité. Dommage. On a décidé... en fait, le risque de l'alcool est trop fort. On veut vraiment pas du tout être Archer, en fait. On préfère être Hulk. Ouais, on a décidé que c'était pas grave, en gros, si c'est considéré comme une bonne nouvelle, d'annoncer une fausse bonne nouvelle aux dames. C'est moins grave que de perdre une vie. Donc on a décidé... Ouais, il vaut mieux être triste momentanément du fait qu'on croyait qu'on était enceinte alors qu'on n'était pas. Plutôt qu'on dise à une femme enceinte qu'elle n'est pas enceinte. Qu'elle n'est pas enceinte et qu'en termes de médicaments et d'alcool, etc. Enfin, on peut aussi comprendre ce choix. Mais c'est un choix délibéré et arbitraire. Et d'ailleurs, je suis certain qu'il y a des dames qui pourraient contester ce choix à titre individuel. Mais là, c'est une vie vs une déception, quoi. Ouais, c'est un vrai choix. Ça, c'est... Ok. Le minimum que je dis, c'est que sur les applications IA, et on voit le parallèle, au moins comprendre. Ok. Là, je vous donne encore un autre exemple. Donc là, c'est pas un cas binaire, c'est on prédit une concentration de troponine dans le sang. C'est une vraie mission que j'ai eue. On m'a donné des plaquettes sanguines et on doit compter la concentration de troponine. Okay, pourquoi? Parce que si vous avez trop de troponine, je suis au max de ma vie en termes de médecine. D'accord, je baragouine parce que j'essaie de comprendre le langage des médecins. Si vous avez trop de troponine dans le sang, il y a un risque cardiovasculaire. Et bien là, on comprend que là, mon rôle, ça va être de faire parler les nombres. Parce qu'ils racontent une histoire, les nombres. D'accord. Et ben en fait, pour la même différence d'erreur, d'accord, donc ceux qui connaissent MSE, machin, tout ça, pour le même genre d'erreur, la conséquence sur le patient est totalement différente. D'accord. Il y a un cas où on va l'emmener à l'hôpital pour rien, et il y a un autre cas, il va juste mourir en croyant que ça va. Et c'est la même différence, c'est le même nombre. Donc là, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment injecter le maximum du métier, en l'occurrence médical, dans l'IA, dans le score, dans le KPI. Vous voyez où je veux en venir? On comprend. J'espère que vous convaincre quand même que c'est de moins en moins une question de maths. C'est une question d'ambition et de produit. Okay. Et donc effectivement, dans mon métier, je passe plusieurs jours avec mon client pour que vraiment il m'explique quelles sont les gravités. Et s'il faut mettre des pastilles de couleur, comme sur l'exemple, je le fais, d'accord, pour vraiment comprendre est-ce que c'est very bad ou est-ce que c'est good, d'accord. Il y a une gradation. Et c'est ma façon d'injecter le maximum d'informations métiers dans l'IA. Au moins dans l'arbitre, qui va entraîner les IA. Bon, je vais conclure un peu rapidement. Donc, c'est un autre exemple que j'affectionne particulièrement. C'est des ophtalmologues qui m'ont posé une question. Ils m'ont demandé de savoir si on peut faire des examens plus courts avec le meilleur soin. La première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut mesurer la qualité du soin ophtalmologique en termes de prescription de lunettes? Donc, je me suis farci la littérature en ophtalmologie. J'ai discuté énormément avec les frères Cosentini, qui sont à l'origine de ce projet, pour effectivement mesurer la qualité d'une prescription optique par rapport à la vérité terrain de la prescription parfaite. Et donc là, je vous ai parlé de valeur et d'unité tout à l'heure. Là, j'en ai deux. J'en ai pas une, j'en ai deux. Un, la qualité. Est-ce qu'on peut faire un modèle simple, au moins, mathématique, qui sera probablement publié en sciences un jour? Est-ce qu'on peut faire un modèle qui mesure la qualité du soin optique? Et de l'autre, une bonne durée, en secondes, ça marche bien. Et du coup, la valeur ajoutée, c'est le temps économisé pour une qualité très bonne. Et là, d'un coup, je parle français. D'accord, à des médecins. Et croyez-moi, parler en français à des médecins qui ne vous parlent pas forcément français d'ailleurs, mais ils ont leur vocabulaire, c'est pas évident. Mais ça fait partie de mon travail. Et c'est pour ça que j'aime mon travail. Allez, rapidement. Je voudrais reparler de Probable et des projets qui guident un peu l'intelligence artificielle en entreprise ces derniers temps dans cette belle usine, dans cette belle maison.
La première fois que j'ai écrit Import Scikit-learn, il me semble que j'étais chez Oscaro. J'ai écrit Import Scikit-learn. J'ai un souvenir ému de cette époque. Pourquoi ? Parce que j'ai demandé de l'argent à personne. J'ai demandé la permission à personne. J'ai téléchargé un truc gratuit, qui est un joyau, et ça a marché du premier coup. Et en fait, ça s'est produit dans plein d'entreprises dans le monde, ça. Et ça a créé énormément d'innovations, bien avant beaucoup d'autres initiatives, je pense à Spark, TensorFlow, PyTorch, etc. Mais en même temps, ça a provoqué des problèmes, d'accord ? Parce qu'il y avait plein de petits malins dans mon genre, dans plein d'entreprises qui ont commencé à faire des projets qui n'étaient pas forcément structurés, mais qui marchaient. Et aujourd'hui, la réponse à ce manque de gouvernance, de traçabilité, de mise en collaboration entre les gens, la reproductibilité, l'interprétabilité aussi. Des fois, si Data Scientist n'est pas de bonne humeur, il ne la fait pas. Comment on fait pour la rendre obligatoire ? Pas optionnel. Comment on fait pour que les codes issus des LLM soient faciles à maintenir aussi, hein, ça c'est un exemple dont on ne parle pas assez. On a généré du code par IA, comment on fait pour s'en servir ? Est-ce que ça ne fait pas de la legacy artificielle, difficile à maintenir ? Et bien en fait, il y a une solution à ça, à ces problèmes que nous avons nous-mêmes créés au nom de l'innovation, avec Scikit-learn, qui s'appelle Score, et qui résout ces choses-là. Je trouve que la meilleure façon de décrire Score, c'est Marie Saxy, qui est une collègue de chez Probable, dit. Elle dit ce que j'adore dans Score, c'est la notion de rapport. Un côté tout en un, en une seule ligne. D'ailleurs, on les voit, il y en a très peu des lignes de code ici. On a tous les éléments facilement traqués, liés, avec un helper pour naviguer dedans facilement. D'accord ? Donc on n'est pas du tout dans le dashboard de tout à l'heure. On explique à l'IA, au manager et à toutes les équipes où est-ce qu'on en est. Et ça a coûté une seule ligne de code. Donc là, il y a quelque chose de très puissant, une force de proposition propre au chef-d'œuvre de Scikit-learn, mais à travers Score. Évidemment, il y a le projet Scrub aussi, qui est plus dans l'ingestion de la donnée, comment on fait pour nettoyer, interpréter, stocker les features. Donc toute cette artillerie-là informatique qu'on promeut chez Probable est très très riche. J'y suis presque à la fin, Mathieu. Allez, je vais reprendre avec mon côté lyrique. J'espère que ça vous déçoit pas trop. Je trouve qu'il y a un lien philosophique entre les initiatives open source et l'effort intellectuel des Lumières, qu'on appelle les encyclopédistes. Pour la petite anecdote, j'ai été très très flatté, parce qu'on a tous un bon fond d'honnêteté, quand Yann Lechel a expliqué cette idée en me citant au Sénat pour présenter ses efforts en intelligence artificielle. Yann Lechel, c'est le CEO de Probable, qui est un entrepreneur incroyable que j'ai suivi chez Probable, pour effectivement participer comme ça à ce rayonnement intellectuel philosophique et scientifique de l'open source, et qui à mon avis est en lien direct avec l'encyclopédie. Pourquoi ? Parce que l'encyclopédie, en grec, c'est l'encerclement des connaissances. C'est demander aux meilleurs experts de chaque domaine d'expliquer sans vulgariser, d'expliquer exactement comment ils font et de le partager au monde entier. Et je trouve qu'il y a une certaine noblesse à travers des sujets plus récents comme l'intelligence artificielle de reprendre ces idées comme ça très 18e pour le monde entier. Voilà, donc des données au modèle jusqu'à la production déployée, j'ai trouvé que les efforts de Probable sont suffisamment louables pour en faire un client spécial que j'adore soutenir. Voilà, donc on arrive à la fin. Je vous remercie énormément pour votre attention. Je m'appelle Warit, je bosse chez Déraison et je soutiens un projet magnifique qui s'appelle Probable. Et j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre attention. Écoute, merci beaucoup Warit. Merci beaucoup Warit. C'était incroyable la présentation. Est-ce qu'on peut passer aux questions, Khalid ? Oui. Si on a des questions, on va essayer rapidement de passer aux questions. On va passer rapidement. On n'a pas voulu J'étais couper. bavard, Vous avez été adorable, hein, merci. Non, mais c'est tellement intéressant que ça aurait été très mal poli de couper l'exposé et de couper tout le déroulé que tu as fait, tu vois, tout ton fil rouge. Je préférais te laisser le dérouler, Bleu c'est et plus important. Bleu et orange. Bleu et orange. On a une question d'Adam Benyekou qui a eu lieu plutôt dans la première partie de ton exposé. Je lis. Pour reprendre l'analogie de la calculatrice ayant réduit notre capacité de calcul mental pour l'externaliser vers un appareil, l'utilisation massive des LLM par tous les domaines intellectuels ne risque-t-elle pas d'amener un effondrement intellectuel généralisé, l'humain choisissant généralement la simplicité, peut-être au fur et à mesure des générations et via la perte des compétences. Cela risquerait de créer une relation de dépendance croissante vis-à-vis de l'outil. Qu'est-ce que tu en penses ?
Une question un peu ouverte. C'est un sujet majeur. Oui. J'ai vu des articles de presse des années 60-70 de professeurs qui se révoltaient contre l'usage de la calculatrice. C'est un sujet assez amusant de le voir. Ouais, on est mauvais en calcul mental, mais je pense qu'on a fait autre chose. Il se trouve que moi j'enseigne. Je devrais être terrorisé par ChatGPT. Eh ben non, je conçois mon cours en MBA de façon à ce que les LLM ne vous servent à rien. Je pense que c'est la bonne réaction. C'est un peu dans un axe encore plus poétique et élégant, c'est ce que fait Elsa. Elle utilise l'IA pour travailler. Est-ce qu'elle est moins artiste? Non, elle est encore plus artiste. Elsa, pour rappel. Elsa Seco, l'artiste dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était en rouge. Oui. Je pense que les artistes ne devraient pas craindre l'IA. Soit ils en font pas et ils feront autre chose, de la manière que les peintres ne font pas du réalisme. Soit ils l'utilisent et c'est super fascinant. C'est beau. Pour les LLM et la façon de travailler, moi je pense qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes dans la façon de nous former scolairement. Donc je trouve que on n'a pas... Enfin, ce qu'il y a à perdre, perdons-le, quoi. Je trouve. Mais pour rebondir sur la question, les calculettes, Ouais. le nombre de champs d'application où la calculette a eu un impact C'est ce que je est voulais beaucoup dire. plus faible que ce que les LM ont aujourd'hui. Je vais te donner un exemple, une anecdote. Hier, j'appelle Khalid, j'ai un problème de plomberie chez moi, Mhm. d'accord, véridique, hein, que j'ai jamais résolu. Ok. Dans J'en suis navré. une fosse septique dehors, il y a une pompe J'en de suis vraiment relevage, navré, du coup. tu vois. Et en fait, j'avais un problème, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est un problème vraiment technique de plombier. Et Ok. je savais ce qu'il fallait à peu Globalement près faire. faire, ok, ou je devais faire des trous, d'accord, avec ma perceuse à l'endroit pour éviter d'avoir des bouchons d'air, Mhm. d'accord, pour éviter de bloquer une pompe. ok. Un problème qui dure depuis plus d'un an, et en fait un plombier me l'a dit, il m'a dit ouais, Ok. il faut faire un trou dans ta canal. J'ai pris la photo Mhm. de ma tuyauterie, j'ai entouré les différentes parties de la photo en rouge, en jaune, en bleu. J'ai dit j'ai ce problème-là, est-ce que tu me confirmes que ce type de problème-là arrive bien sur ce type d'installation-là, dans ce contexte-là? Il me dit oui. Je dois faire les trous à quel endroit, pourquoi, comment, argumente. Il m'a dit tu dois le faire à cet endroit-là. Ok. Nombre de trous avec telle taille de mèche de perceuse. Et tu fais un test comme ceci et je te renvoie vers cette source-là qui confirmera mes dires. Et c'était 100%. Ce que je veux dire, c'est que l'impact, j'ai pas appelé de plombier. Un plombier, si je devais faire venir un plombier, je l'aurais payé peut-être, je sais pas moi, Bah, en fait, ce qui s'est- 3 000 euros ou bien 200 euros. 3 000 euros s'il est malhonnête ou 200 euros Mais s'il est honnête. Je vais me permettre de te dire un truc qui a été malhonnête dans cette histoire. Et je t'en veux pas toi, hein. Je te promets, j'en veux pas toi. C'est qu'il y a eu ce que j'ai appelé tout à l'heure la Tu peux prolétarisation. rajouter un tout petit peu, ramener un La peu. prolétarisation cognitive. Il y a un savoir de plombier qui a été avalé par une IA. Et je pense pas qu'il y ait un plombier qui a été récompensé pour ça. Déjà. Ça, c'est vraiment malhonnête, c'est pas bien. D'accord, on a volé du savoir à quelqu'un. Est-ce que toi, t'es devenu meilleur en plomberie? Oui. Du coup, parce que tu l'as fait toi-même. Est-ce qu'il y a des plombiers qui ont été lésés? Oui aussi. Je te les ai, Donc, mais- Donc pour moi, le problème, il est plus dans le pillage du savoir que dans la faculté à ne pas apprendre à faire de la plomberie. Parce que toi, finalement, tu as progressé dans la plomberie. Oui, j'ai progressé en plomberie, mais après c'est relatif parce que cette information-là était disponible sur YouTube en vrai. En fait, il m'a donné Oui, mais la recherche accès- rapide, mais ouais, la bien sûr. recherche, la mais synthèse, etc., par contre- le cas particulier mais par de ta contre, photo. l'analyse, Oui, tout je à suis fait. d'accord que là, c'est du pillage pur. Sur la partie ressources, oui, mais après, j'aurais vu la vidéo YouTube, j'aurais peut-être pas compris, mais là, c'est aller beaucoup plus loin que la recherche, qu'une simple visualisation Moi, de je vidéo. Je suis pas C'est choqué vraiment- par la disparition des métiers. Il y a des métiers qui apparaissent et qui disparaissent depuis longtemps. Moi, j'aime l'idée que, vous savez, il y a une époque, c'était au XXe siècle, c'était il n'y a pas si longtemps. Il y a des gens qui avaient une espèce de sarbacane, d'accord, et qui soufflaient des petits cailloux aux fenêtres pour réveiller les ouvriers, pour qu'ils aillent bosser. Ça s'appelait aujourd'hui, c'est un réveil matin. Ce métier a disparu. Ok. J'espère que la personne a trouvé un autre métier entre-temps. D'accord. Donc là, évidemment, il ne faut pas être cruel et trop capitaliste. Il faut accompagner les gens. Il y a un mouvement inéluctable. C'est pire qu'une révolution industrielle. C'est un énorme truc qui arrive. Je pense qu'il faut protéger les gens, il faut les accompagner, leur apprendre à faire de nouvelles choses. Mais moi, ce que je vois en termes d'intelligence artificielle, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec la diminution des capacités liées au LLM, je pense qu'elle nous apporte quelque chose de plus. Je me permets de vous donner un exemple. Imaginons que je m'intéresse à la vie de Napoléon. D'accord. On est d'accord que si je devais lire Ouais. tout ce qui s'est écrit sur le Napoléon, je mettrais plusieurs vies
Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout ce qu'il y a sur Napoléon, je mets plusieurs vies à les lire. D'accord? Donc l'élément intellectuel que je peux manipuler via un LLM, qui a lu pour moi tout ce qui a été dit et écrit sur Napoléon, m'augmente moi intellectuellement. Je peux manipuler un objet intellectuel qui est beaucoup plus gros qu'avant. De la même manière que puisque je n'ai plus besoin d'apprendre à lire, d'apprendre par cœur, pardon, les livres, parce que je sais les lire et qui coûtent pas cher. Vous voyez, ça m'a ouvert d'autres choses. Évidemment que... vous voyez, donc j'ai un point de vue mitigé, quoi. Ouais, Je pense que le pillage, c'est pas bien, globalement, d'accord. Mais je pense que ce que ça peut nous apporter est génial. Bon, après, j'ai pas d'action OpenAI, quoi. D'accord. Faut quand même que je le dise. Il y a aussi des abus dans la consommation énergétique, notamment. J'ai vu une pub, je l'ai vu ce matin. C'était une pub sur mon YouTube, là, bam. Gemini. Je vois une personne qui demande à Gemini, pardon, je vais avoir des soucis avec Google, c'est pas grave. On va nous faire fermer la chaîne à cause de toi. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave ce que je dis. Et dans la publicité, la personne, c'est une fille qui veut laver à la laverie sa robe. Donc elle demande à Gemini la température, est-ce qu'elle peut le mettre, donc Gemini lui dit non, il faut que tu retournes parce que tu as des paillettes, tu veux pas que ça s'arrache. Et bam, elle la balance. Et j'espère, pour l'amour du ciel, que c'est un calcul qui est local et qui ne demande pas du GPU et du cloud et des machins. Franchement, consommer de l'énergie pour ça, c'est un peu un marteau pour écrabouiller une mouche qui vous a rien demandé, quoi. Des fois, c'est too much. D'accord? Il y a du LLM un peu pour... Vous connaissez... je vous donne un autre exemple. Hein, mais vous écrivez un email, d'accord? Parce que vous l'avez d'abord écrit en bullet point, d'accord? Vous voulez le rédiger convenablement, vous l'envoyez, d'accord? Et la personne qui a la flemme de lire votre email, elle le réduit en bullet point. On est d'accord que c'est du gâchis. Là, on est dans les Shadocks, là. On commence à parler. Voilà, ça me gêne. Le pillage, ça me gêne. L'utilisation totalement débile me gêne aussi, au nom de l'énergie. Donc voilà, il y a des enjeux. Je pense qu'il faut rester humaniste, être humaniste et accompagner les gens, leur apprendre des choses, quel que soit l'âge. Mais voilà, donc j'essaie d'avoir un point de vue autant que je peux, hein, c'est pas ma réputation d'être nuancé, mais j'essaye d'avoir un peu de nuance dans ces enjeux. D'accord. Je sais pas si on... Ouais, une dernière question. Dernière question, après on passe au truc de James. Ouais, moi j'ai envie d'écouter James, moi. Ouais. J'en ai marre de parler. Alors, on va pas creuser sur ce sujet parce qu'en vrai là, on a ouvert une porte. J'en ai ouvert quelques-unes de vous. On peut débattre pendant très longtemps. Ça c'est va. un sujet super intéressant. Mais c'est Toffman qui nous demande. Encore lui? Oui. Qui C'est toi qui le connais. On le remercie d'ailleurs. On le remercie remercie, parce qu'il assiste. Et je confirme que c'est bien celui que je connais parce que je vois sa petite photo. Le coquin. Ouais. Ah, le coquin. Il te demande quelques tips rapides sur comment tu conçois ton cours de façon à ce que les LLM ne te servent à rien. Enfin, ne servent à rien aux élèves pour tricher, quoi. Je sais pas si tu dois répondre ou si en répondant, tu donnes l'astuce, quoi. Tu révèles ton secret, magicien. Mais... Je trouve que ça se voit. Vous avez déjà fait passer des entretiens d'embauche, ici, tous? Peut-être que dans les gens qui... Oui. Vous n'êtes pas d'accord là, qu'il y a une vraie différence entre une discussion franche et un devoir à la maison? Ça se voit tout de suite. C'est Quelque chose cramé. écrit par l'IA. C'est direct, quoi. Je sais qu'il y a des initiatives algorithmiques de détection mais j'en ai pas besoin, ça se voit tout de suite, quoi. Et je pense que à l'oral, on triche pas. Et d'ailleurs, de la même manière que l'invention de l'imprimerie nous a permis de réfléchir plus, je refais référence à la Renaissance. C'est un miracle intellectuel, ce truc-là, pour tout un continent que nous héritons aujourd'hui. Avoir une conclusion fausse avec un raisonnement qui est beau, qui est juste, qui est intéressant, c'est ça qu'il faut récompenser. Du coup, je récompense pas les mêmes choses. J'autorise beaucoup plus les erreurs et je récompense beaucoup plus les raisonnements. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a eu un exemple en live, tout à l'heure, quand tu as parlé des femmes enceintes. J'ai salué ton raisonnement. C'est pas grave si t'as tort. Mais après, on discute et là t'as compris. Et t'as pas eu besoin de ChatGPT. Et si tu m'avais fait une réponse à ChatGPT, je l'aurais cramé direct. D'accord. Je trouve que c'est un bon exemple. Plus il y aura d'IA, plus nous aurons l'obligation d'être humains. Je trouve que finalement, c'est assez vertueux. Ouais, je pense que c'est une belle phrase de fin. Ouais. Plus il y aura d'IA et plus on aura l'obligation d'être humain, pour le coup. Merci à toi, Warit. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir supporté. Merci beaucoup. Je vais laisser Warit, le micro à James. On va accueillir James au micro.